Bien. Je passe à la deuxième partie du jour sur les entretiens collectifs qu'on n'a pas fait, mais qui se font en fait très très souvent. Donc les entretiens collectifs, on les appelle les focus group. Et on va voir à quoi ça ressemble et pourquoi on les fait. Alors les focus group, ça se fait en réalité dans la plupart des cas. C'est ce que les entreprises préfèrent faire. Pourquoi? Parce qu'un focus group, ça permet d'interroger plusieurs personnes en même temps, donc c'est un entretien collectif, et donc ça coûte moins cher que de faire plusieurs entretiens avec une seule personne. D'accord? C'est plus rentable de faire un focus group. Et en plus, vous allez voir, un focus group, ça permet aussi d'avoir plus de réponses que ce qu'on aurait si on faisait que des entretiens individuels, puisque les gens parlent entre eux. Alors je vais vous montrer ce que c'est, puis je vais revenir sur les raisons pour lesquelles on fait... On va faire un tour d'étape des noms de fast-food que vous connaissez, donc aussi bien en France qu'à l'international, s'il vous plaît. Donc tu commences par... Alors, McDonald's, Subway, KFC, Pizza Hut, Burger King, et c'est tout je crois. Ah ici, Taco Bell. Et vous avez peut-être une marque en particulier que vous venez rendre visite assez régulièrement? C'est évident, McDo je pense. McDo mais parce qu'il y a plus de restaurants, parce que c'est plus facile, parce qu'il y a tous les coins de rue. Il y en a partout. Sécurité, proximité. Une question, où est-ce que vous avez goûté Burger King, dans quel pays, chacun d'entre vous, et comment est-ce qu'elle a été cette expérience? Moi j'ai goûté en Angleterre. Point positif, le burger il ressemble plus à un burger que chez McDo par exemple. Le steak il est plus gros et tu vois que c'est un steak, tu vois pas, je pense pas que c'est un bout de carton coloré à marron déjà. Ça fait plaisir. Les frites sont pas exceptionnelles non plus, mais bon ça va. Mais sinon, point négatif, ouais peut-être juste les salles qui sont, comme je disais, genre le sky rouge, des trucs comme ça, mais après c'est vrai que ça fait vite sale en fait. Moi c'est rapide, c'était en Angleterre pareil, j'ai bien aimé les burgers, beaucoup moins aimé le reste, genre les frites, je trouve qu'elles étaient un peu molles, pas assez salées, Coca, pas de bulles, pas très spécial. Le design, je trouve ça sympa, c'est un peu vintage. Ça fait un peu penser à Quick quoi, c'est un peu cheapo, ça peut faire très vite crado, mais bon c'est un peu plus sympa que Quick quand même je trouve. Et bonne expérience en général, ouais les burgers, pour les burgers je pense qu'ils sont... il y a vraiment du goût dans les burgers. Moi je trouve que ça serait bête qu'ils essaient de s'adapter au marché français parce qu'il y a déjà McDo qui le fait et il le fait bien. Donc ça serait pour moi une perte de temps, une perte d'argent que de faire ça parce qu'ils ont déjà des produits phares, des produits qui se vendent bien, des produits qui sont demandés. Donc peut-être qu'avec le temps, si au bout de 10 ans, ok, ils ont toujours la même gamme de produits, peut-être qu'ils auront besoin d'innover comme McDo le fait, mais en arrivant, ils ont déjà un panel de produits qui est suffisant pour le marché et ils n'ont pas besoin de nous proposer des Burger King, des Whopper baguettes ou des choses comme ça. On en a rien à faire, on va chez Burger King pour manger des burgers de Burger King. On dirait un ballon gonflable ce logo. Ouais, il est pas bien choisi je trouve. Enfin, il y a un burger, hein, mais bon. Il est old fashion. Ouais, il est un peu vieux. Il est à l'ancienne. Ouais. Il mériterait d'être restylisé. Alors, je me demande si c'est pas un parti pris justement de le laisser un peu. Ouais, vintage peut-être. Ouais, ça rappelle les US, les bons gros burgers. Alors après, ouais. Mais justement, ça rappelle aussi la Grèce. Ouais, non, c'est vrai. On dirait un œuf. Donc c'est une étude pour Burger King, et donc les gens ils sont dans un appartement. Donc vous voyez, ils sont à peu près 6-7 dans un appartement confortablement installés parce qu'ils sont sur des canapés. Et en fait, ce que vous devez voir aussi, c'est qu'ils se ressemblent entre eux. Alors pas physiquement, mais ils sont à peu près du même âge. Et vous allez voir que c'est important ça. D'accord? Alors, vous verrez aussi dans la vidéo que ils parlent entre eux. C'est-à-dire que l'animatrice, elle lance la conversation, mais ils vont parler énormément entre eux sans que l'animatrice intervienne. Et ces interactions-là, elles sont hyper intéressantes parce qu'on a beaucoup de choses qu'on obtient qui n'étaient pas prévues. D'accord? Bien.
Alors, on y va. Donc, le focus group, on le privilégie parce qu'il est moins cher, parce que c'est plus interactif. Mais, on n'ose pas parler de tout devant tout le monde. D'accord? Il y a des sujets intimes. Quand vous êtes sur des sujets intimes, et ben on va préférer l'entretien individuel. Autre chose, il y a des personnes que vous n'arriverez pas à faire venir à 5 dans la même pièce parce qu'elles sont trop pressées, sont trop occupées. Dans ces cas-là, on préfère encore l'entretien individuel. Je donne des exemples. Une étude sur les DRH des grands groupes, focus group ou entretien individuel? Entretien individuel, pourquoi? Parce que la probabilité que vous arriviez à réunir 5 DRH d'un grand groupe dans la même pièce, le même jour, au même moment, est quasi impossible. D'accord? Donc du coup, on fera un entretien individuel. Deuxième exemple, une étude sur les amateurs de bière. Pour une étude sur les amateurs de bière, là pour le coup, vous pouvez faire un focus group parce que c'est pas difficile de faire venir des amateurs de bière et que le sujet n'est pas intime. D'accord? Et troisième chose, une étude sur le mode de vie des personnes alcooliques. Focus group ou entretien individuel? Le individuel parce que le sujet est délicat. Alors, alcooliques anonymes sont des gens qui sont en sevrage. En sevrage, ça veut dire qu'ils arrêtent de boire. Sevrage, ça veut dire qu'on arrête de boire. On arrête de... Voilà. Donc, de temps en temps, l'entretien individuel reste plus intéressant. Bien, donc dans un focus group, il y a en général 8 à 12 personnes. Et comment on sélectionne les personnes? Il faut évidemment que ce soit des personnes qui appartiennent à la population que l'on vise. Je rappelle que la population, quand je parle de population dans le cadre de l'étude, je ne parle pas de la population française. D'accord? Et il faut que les gens se ressemblent. Soient à peu près du même âge, de la même CSP, une proximité entre eux. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on est avec des gens qui nous ressemblent, on est plus à l'aise pour s'exprimer que quand on est avec d'autres gens qui ne nous ressemblent pas. Parce qu'on a peur d'être jugé quand on est avec des gens qui ne nous ressemblent pas. Alors que quand on est avec des gens qui nous ressemblent, on s'exprime sans crainte. D'accord? Alors, on va faire un exemple. Si je fais une étude sur le marché du sport, je sais que le marché des chaussures de sport, il est segmenté d'abord hommes, femmes, enfants. Puis ensuite, il est segmenté en fonction du type de sport pratiqué. Si je sais ça, je sais que je vais devoir faire plein de focus group parce que je ne vais pas mélanger les gens. D'accord? Je vais devoir faire 9 focus group si je m'intéresse à tout le marché. Pourquoi? Parce que je ne vais pas mettre les hommes avec les femmes. Sur ce marché-là, c'est pas forcément pertinent. Sur d'autres marchés, c'est pertinent. Et les gens qui font de la course à pied vont pas me raconter la même chose que les gens qui font du tennis ou les gens qui font du basket. Donc si je croise tout ça, c'est que je suis obligé de faire 9 focus group différents. D'accord? Bien. Alors, le focus group est online aussi maintenant, et ça, je vous montre la vidéo. Donc ça veut dire qu'on interroge des gens sur Internet. How, for those of us that are very involved in the technology industry, how has our professional life changed over the past 12 to 18 months? How is it different? How do you perform your technology-related roles differently than perhaps has been the case previously? Carolyn, how about for you? Well, I mean, I think that there's a lot. Là, vous avez un enquêteur, je ne sais pas lequel est là. Peut-être qu'on ne le voit pas d'ailleurs. Et les personnes, elles sont sur leur ordinateur et elles répondent avec leur casque.
Mais évidemment, c'est moins bien parce qu'on n'est pas dans la même pièce. Alors du coup, qu'est-ce que ça va avoir comme côté un peu... comme inconvénient par rapport au fait d'être dans la même pièce? C'est que les gens, ils sont un peu gênés. Techniquement, on ne sait pas quand est-ce qu'on... On ne peut pas couper la parole aux gens, on ne peut pas rebondir, faire des interactions, c'est moins bien. D'accord? Donc voilà. Ça se fait beaucoup aussi. Mais voilà, moins d'interactivité. Et donc une plus grande lassitude des gens. Ok? Bien. On va passer aux questions de compréhension qui sont liées à cette partie que je viens de faire. Et après, on va donner les indications pour le dossier. Ok? Alors, question de compréhension et de mémorisation. On y va. Pour quelles raisons les chargés d'études préfèrent-ils généralement organiser des focus group plutôt que des entretiens individuels? On a vu que c'était parce que c'était moins cher, parce qu'on fait venir plein de gens en même temps, ça permet de faire une économie de temps et d'argent. Il vaut mieux faire un entretien avec 8 personnes que 8 entretiens individuels, d'accord? Et ça permet de générer plus d'interactions. D'accord? Et dans quel cas il est tout de même préférable de réaliser des entretiens individuels? On les réalise quand l'entretien porte sur des sujets sensibles, intimes, ou on les réalise quand les répondants sont des personnes importantes, qui n'ont pas beaucoup de disponibilité. Dans quel cas on sait qu'on ne pourra pas les faire venir tous dans la même pièce au même moment. Et donc on fait de l'entretien individuel. Bien. Il y aura peut-être des questions où vous devrez choisir entre focus group ou entretien individuel pour telle ou telle étude. Donc là je vous renvoie à l'exemple qu'on a fait en cours tout à l'heure. D'accord? Bien. Quelles règles suit-on pour constituer les groupes de participants à un focus group? On doit avoir des personnes représentatives de la population. Qu'est-ce que ça veut dire représentatif de la population? Je le rappelle, c'est que toutes les catégories de personnes de la population doivent être représentées en juste proportion. D'accord? Donc par exemple sur mon focus group sur le marché du sport, j'avais des focus group avec des femmes, avec des hommes, avec des enfants, mais aussi toutes les pratiques sportives, elles étaient représentées. D'accord? Donner un exemple de ce qu'il faut éviter de faire lors de la constitution d'un focus group. Il faut éviter de réunir des personnes qui sont très différentes les unes des autres. D'accord? Il faut éviter de réunir trop de personnes aussi. D'accord? Mais il faut surtout veiller, s'il vous plaît, il faut veiller surtout à ce que les personnes soient proches, d'accord? Et éviter, voilà, ou éviter aussi d'aborder des sujets sensibles. Bien. Il faut éviter aussi, quand on conduit un focus group, il faut veiller à ce que la prise de parole soit bien partagée. Qu'est-ce qu'un focus group online? On a vu que c'était des entretiens menés à focus group, dont les entretiens sont menés par internet, par webcam. D'accord? Oui. L'intérêt de faire un focus group, ça dépend. En fait, si on parle d'un sujet ici, si j'organisais un focus group ici sur les chaussures de sport, peut-être que vous diriez un truc, et puis je sais pas, Hugo à côté il trouverait que ce que vous aviez dit c'est marrant et ça lui rappelle quelque chose, et puis d'un coup il va dire quelque chose qu'il n'aurait pas dit si je l'avais interrogé tout seul. Parce que vous avez des points communs en termes d'âge, etc. Et donc du coup il y a plus d'interactions qui sont générées quand les gens ils parlent entre eux. On est moins gêné, puis au contraire on est à l'aise.